Journée palpitante au musée d'Orsay où on prépare une grande exposition sur le génial peintre James Tissot. On ouvre des boîtes, elles viennent de partout dans le monde. On en sort des tableaux qu'on observe avec soin pour vérifier qu'il ne s'est rien passé sur la couche picturale pendant le voyage. Il y a une rayure. Moment rare où l'on peut voir des tableaux de maître posés à l'horizontale. Et les conservateurs peuvent placer ces tableaux sur les murs. C'est merveilleux. Bonjour, je suis Luc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de modes de drama et d'accès improbables. Tapez sur la cloche de notification et surtout commentez. Elle, c'est Marine Kissiel, historienne de l'art hors pair et commissaire de l'exposition. Lui, c'est Paul Perrin, un conservateur du musée d'Orsay et un des commissaires de l'exposition. Il faudrait le descendre un tout petit peu à droite. Peut-être que le printemps est un tout petit peu haut à droite. Ah ouais, et ça, c'est droit, le parallèle, c'est tout ça. Vous allez parfaitement voir, hein. Lui, c'est Cyril Siama, directeur du musée des impressionnismes de Giverny et aussi commissaire de l'exposition. On s'ouvercle un couvercle et tada! L'affiche de l'exposition, des élégantes à l'arrière d'un bateau. On le pose sur une table, on décèle le plastique d'un coup de cutter, on soulève le plastique et révélation du tableau. Les deux femmes et le mec, on voit bien les tournures, un éventail, les chaises. On le soulève avec des gants vers une autre table pour l'analyser à plat. Ce moment rare où on peut voir les chefs-d'œuvre à plat. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'on a deux dames, un homme, comme souvent chez Tissot, qui introduit toutes sortes de jeux de séduction. Et notre ami a une alliance, donc la séduction peut-être, on n'aurait jamais dû émerger. Et puis évidemment, et c'est le plus drôle, ce tableau s'appelle The HMS Calcutta. Et Calcutta, c'est la grande ville d'Inde, c'est l'Empire britannique, mais c'est peut-être aussi un jeu de mots sur Calcutta. Calcutta. Et donc du coup, évidemment, le public n'est pas dupe sur le fait qu'on est dans le grivois et peut-être même dans le vulgaire. Et ça crée cette silhouette assez caractéristique des années 70, en fait 1870. Très drapé, très bouillonnant et avec cette tournure. Il n'y a plus de crinoline, mais il y a la tournure. C'est vraiment les années froufrou, quoi. La dentelle, les plissés, la fourrure, les plumes, la broderie. On en fait. On en met, voilà, on met tout ce qu'on peut sur le vêtement féminin. Il est temps que Chanel arrive. Voilà, c'est ça. Elle fait exprès de remonter un petit peu. Ah, tu peux. Ah, oui. bah bien sûr, ouais. Et de se pencher du coup aussi. Et oui. C'est le peintre qui lui a demandé sans doute de relever un peu sa jupe, ce qui permet de montrer le jupon. Alors que normalement personne n'est censé voir un jupon en fait dans la rue. C'est très inconvenant de voir le jupon d'une dame. Et on voit même ses pieds, ses chaussures, presque les chevilles, qui sont considérées à l'époque comme un élément extrêmement érotique, même si aujourd'hui on ne le perçoit pas comme ça. Mais c'est visible qu'elle lit. C'est celui-là. Ça peut être un magazine de mode. Là, c'est une lectrice, assez maquillée. C'est Catherine Newton. Ça, c'est un des premiers grands tableaux où elle pose pour lui. Et c'est vraiment une déclaration d'amour, quoi, du peintre à sa maîtresse. Elle charme à la fois le peintre, le spectateur, qui est fasciné devant cette image presque religieuse, divine, et même les animaux, puisque tu vois que ici, il y a un cerf, des biches. Bambi, tu vois, qui est charmé par Kathleen. La nature est en pamoison. C'est bizarre parce qu'on distingue son nom. À travers le gant. C'est-à-dire à quel point le gant est moule, enfin voilà, colle à la main. Il y a tout un truc chez Tissot à propos des gants et des mains. Les mains qui se dégantent, qui se regantent, les gants posés à côté. On trouve ça partout. Un des chefs-d'œuvre de James Tissot, c'est ce tableau, le cercle de la rue Royale. Deux riches hommes blancs posent sur un balcon. Ils sont tous habillés pareil et personne n'est habillé pareil. C'est le grand tableau du constat de l'élégance masculine, passant par la discrétion et le sens du détail acharné. Tout dépend de la largeur de la rayure, du bout rectangle de la chaussure, de la canne, du col de la chemise. La virilité devient subtile. Et bien sûr, le tableau est connu parce que lui, c'est Charles Haas, soit le modèle du personnage du magnifique Charles Swann, dans La Recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et je vous rappelle que si vous avez 40 ans et que vous n'avez pas encore lu La Recherche du temps perdu, vous êtes en retard. Le cercle de la rue Royale représente ces hommes de façon statique, mais aucun n'est identique. Les chaussures, les pantalons, les tonalités de gris, le journal chiffonné, le dalmatien, tout dit qu'ils sont des barons tranquilles, une image de la France. Au moment de l'accrochage, tout est possible dans le musée. On peut faire des trous dans les murs, réfléchir, accrocher, remater, ajuster, enlever, réaccrocher. Concentration, serenity, doubt.
Ça vous envie si on fait l'inverse et puis on y reviendra peut-être? On cherche un rythme, un rhythm qui sera naturel. Épater régulièrement le visiteur, lui donner aussi envie d'avancer pour en voir plus et ne pas embouteiller. On pousse, on glisse, on soulève, on pose, on bulle, on accroche. On pousse, on glisse, on soulève, on pose, on bulle, on accroche. Et à la fin, on a une exposition. Yeah, maybe the right hand a little lower. I don't know. Lower? No? Corner, no? Like, everyone has their own idea. Là, qu'est-ce que vous faites? Là, on installe des fantômes d'œuvres qui ne sont pas encore arrivées. Et pour voir la dimension que ça va prendre, voilà, que ça va avoir sur le mur. Donc voilà, il faut voir si ça fonctionne pas. Que ce soit pas trop près de lui, par exemple, le tableau de la Royale. C'est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'exposition, il faut lui laisser de la place. Et donc là, il ne faut pas avoir des choses trop près. Donc quand on arrive ici, là, on tombe face à cette œuvre importante. On se retourne de nouveau dans l'axe. Il y a un tableau très fort qui tient le mur. Et toute l'exposition est comme ça. Comme ça, on comprend tout de suite qu'il y a une œuvre qui est unique, qui est un peu un chef-d'œuvre. Et puis une production plus répétitive, plus commerciale, qui vient après. C'est vraiment le but voilà, de la scénographie, les couleurs, l'accrochage. Ça permet voilà, de créer une sorte de dynamique, d'énergie en fait, même pour que le visiteur il passe, je sais pas, il va passer peut-être 1 heure dans l'exposition, 1h30, mais il ne sera pas fatigué parce qu'à chaque fois, hop, il est happé par le tableau d'après, la simètre d'après, et ça crée voilà, cette énergie. James Tissot est un peintre de la mode de la dernière partie du 19e siècle. Les crinolines viennent d'arrêter leur ravage atroce et excellent. On est dans la phase des tournures, soit ces robes qui se concentrent pour créer un volume aux fesses, quand le haut du corps est écrasé par un corset sans pitié. Des millions de rubans et de pompons décorent tout ça à l'infini. Les femmes ressemblent à des paquets cadeaux qui ne pourraient pas se déballer tout seuls. Il y a aussi des bizarreries, ces vases, et surtout cette improbable statue entre l'erreur et le masterpiece, un empilement virtuose, un entassement sculptural, un casse-tête à placer, parce que tout cela est fragile, tout cela casse, tout cela ne bouge que rarement du musée des arts décoratifs, qui le prête exceptionnellement. Fin de l'installation, applaudissements nerveux. Alors est-ce affreux ou dément, étonnant ou beau, sublime ou lourdingue? Je sais pas. Il y a du génie chez James Tissot, comme dans ce portrait d'un militaire. Sauf qu'au lieu d'être en pied, au lieu d'être raide et fier, au lieu de rutiler, de parader sur un cheval, de transpercer des corps sur un champ de bataille glorieux, notre militaire est lui aussi alangui, en train de bavasser dans un intérieur cocon. Le militaire est une bourgeoise comme les autres. La subversion est discrète, mais ça la rend encore plus subversive. Donc c'est tout l'inverse d'un grand portrait mondain, où on est dans un salon, où on est dans l'apparat. Là, c'est vraiment intime, peut-être dans une chambre, dans une maison de campagne. Il est en train de parler, c'est-à-dire qu'il a la bouche ouverte aussi. Ça, c'est rare dans les portraits. Oui, sa barbe de 3 jours sur le menton. Ouais. Il est en train de s'adresser à quelqu'un qui est dans ce coin-là. Et ça, c'est très neuf aussi dans la manière de concevoir le portrait. Le portrait, c'est plus juste une démonstration de prestige, d'apparat, au milieu de mes meubles les plus chics. Et voilà, là, on est finalement comme si on avait pris une photographie, vous saisiez un moment un peu banal dans le fond. Et c'est d'autant plus neuf de représenter un soldat de cette manière-là. Là, c'est une des premières fois qu'on représente un soldat de manière aussi, je dirais pas débraillée, mais un peu vraiment décontractée. Bourgeoise. Oui, c'est ça. Avec, il a posé ses jambières à cheval, là, ici, son casque, son armure. Il fume. Et ça, c'est une manière nouvelle de représenter la masculinité à ce moment-là. Et la figure du soldat, qui n'est plus seulement un militaire, mais qui devient une sorte de gentleman, un peu comme les autres. C'est le moment où l'on commence à représenter une beauté féminine alanguie, surtout pas souriante, surtout pas en chair, ni vive, mais amaigrie et pâle, dépressive. Être malade est chic, paraître affaibli, c'est la classe. C'est le début du rouleau compresseur de la minceur, cette minceur qui triomphera au XXe siècle. Il a été riche? À Londres, il fait énormément d'argent. C'est pas quelqu'un qui naît pauvre, il n'est pas non plus riche, il fréquente la bonne société, il a des commandes d'importance, donc il s'établit, il fait construire un hôtel particulier à Paris, c'est la guerre, il part à Londres. Et à Londres, très rapidement, il retrouve en fait des commandes de portraits dans la haute société. Et puis ces tableaux marchent bien, en fait, ça se vend. C'est aussi un très habile commerçant. Qui l'a acheté? Toute la haute société, et beaucoup, en fait, ces tableaux-là ont beaucoup été chez des industriels. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il sait parler en fait, à ceux qui ont beaucoup d'argent à son époque, moins l'aristocratie, puisqu'il arrête de faire des portraits, que finalement des gens qui font des chemins de fer, qui sont allés construire en Inde des usines. Enfin, on est en fait dans l'opulence de l'Empire victorien,
qui est un lieu finalement de nonchalance, d'oisiveté, d'argent, de mauvais goût aussi. Et c'est ce que la critique va voir face à ces tableaux. Moi, je trouve extraordinaire une critique d'un journaliste anglais qui dit « Vivre avec un tapis dans cet état serait l'objet d'une perpétuelle irritation ». Donc en fait, il regarde cette peinture et il dit « C'est très beau ». On ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est malade d'un chagrin d'amour? Le tableau s'appelle La Convalescente. Est-ce qu'en fait son sourire, c'est l'idée que son chaperon ne sait pas qu'en fait l'homme n'est peut-être pas parti? Ça, on le sent parce qu'en fait on voit un petit peu plus tard le chapeau d'homme et la canne. Et puis Tissot met sur la table à thé quelques petits flacons de médicaments peut-être. Mais enfin, le tableau n'est pas très lisible. Il est extrêmement séduisant, mais quand on commence à essayer de dénouer les fils, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc les critiques sont là, mais c'est pas possible, en fait, il n'y a pas de morale. Et il n'y a pas de morale dans la peinture victorienne, ça peut pas se faire. Mais il y a quelque chose d'étonnant chez Tissot, parce qu'il représente des femmes convalescentes. Ce tableau-ci, mais celui qui est derrière toi aussi... Elle est convalescente, là? La convalescente. Alors, de quoi ça elle est va. malade? En même temps, D'amour. qu'est-ce qu'elle fait? Sans doute d'amour, on a envie d'y croire, mais elle tombe d'un fauteuil. Pour faire une pose pareille, il faut quand même y mettre du sien. Je crois que c'est impossible d'être à ce point à cheval, dessus, en dehors, et de ne pas complètement tomber. Et finalement, c'est une histoire d'équilibre. Peut-être que l'amour et le désamour sont des équilibres et des déséquilibres, mais oui, elles sont convalescentes. Donc Tissot commence à représenter ça. Et ensuite, il rencontre Kathleen. Et Kathleen, elle est tuberculeuse. Donc ça va être la convalescente essentielle de sa vie. Ça, c'est ce qu'on a voulu montrer ici. Kathleen est splendide, elle est debout, elle est rayonnante. Tissot est amoureux, mais elle se meurt de la poitrine, précisément comme la dame aux camélias. Et en fait, petit à petit, l'hiver arrive et l'hiver de sa vie. Et c'est un lent déclin qui la voit en fait s'incruster dans les fauteuils jusqu'à être près de la mort dans son grand oreiller qui la mange. C'est l'histoire d'un amour qui fane, comme les fleurs. Au moment de James Tissot, il n'y a pas encore de prêt-à-porter. Si on ne va pas chez le couturier Vort, on achète ses rubans qu'on fait poser par une couturière. Ça c'est génial aussi parce que donc, elle nous ouvre la porte. Alors est-ce qu'on est un client ou une cliente? On ne sait pas. Ce qui change un peu la donne, parce que si elle ouvre la porte à un homme et qu'elle lui sourit un peu comme ça peut suggérer une forme d'intrigue aussi amoureuse. Elle ouvre la porte, on voit donc ici le boulevard, il y a un cocher et une voiture qui attend. Donc c'est probablement notre voiture qui nous attend à la sortie du magasin, ce qui indique que l'on est d'un certain niveau, un certain rang social. On a acheté plein de rubans, hein. Ça tombe, ça dégouline et tout. Là, il y a un jeu exactement sur le ruban, avec le dossier de la chaise aussi. De manière un peu étrange, aussi un peu humoristique aussi sans doute, cette espèce de griffon qui tire la langue, là, ici en plein milieu. Et puis pareil, à l'arrière-plan, un peu comme dans les photos de Doisneau, on voit des personnages qui regardent des photos à travers des vitrines. Là, on voit donc cet homme qui a l'air de regarder à l'intérieur, mais est-ce qu'il regarde les rubans ou la jeune fille qui est en train de chercher une boîte? Moi, je suis en train de regarder la jeune femme. Exactement. Donc il fait du lèche-vitrine, mais en fait, c'est un prédateur. Il joue avec le corset, enfin, cette espèce de bustier ici, comme pour se moquer justement et le tourner en ridicule, en fait, ce personnage de voyeur en fait derrière la vitre. Et puis là aussi, on voit quelque chose qui se passe des deux côtés du visage de cette femme. Un homme qui a l'air de saluer avec sa main et une jeune femme qui avance en regardant devant elle. Mais c'est la seule qui regarde vraiment le produit de la vitrine, peut-être. C'est ça, oui. Et puis l'animation de la rue derrière, c'est génial. C'est un homme ou une femme qui le regarde? Et je pense qu'on a une femme à l'intérieur. On est la cliente à laquelle elle ouvre la porte et qui va sortir. Sa mère et ensuite son père, en l'épousant, ont un magasin de draps, de textiles et donc de mode. Et c'est pour ça qu'il est si fasciné par l'univers de la mode, qui a tant de robes, qui a tant de gants, qui a tant de détails, qui a tant de textures. C'est un garçon qui a touché, qui a vu, qui a ressenti, qui a maîtré, qui a enrubanné, qui a enroulé, qui a montré ensuite et finalement qui a toujours exalté et la matière et celle qui les porte. Donc finalement c'est une grande exaltation de la matière et de la féminité que ces tableaux. Mais c'est fou la cohérence de cette consommation, déjà toutes les devantures sont coordonnées sur cette rue. Il manque juste les lampes à gaz pour que les Parisiens puissent fumer en terrasse. Et puis, il y a cette série incroyable, le tour de force de cette exposition, la Parisienne. Et on la voit bien, la Parisienne de la fin du 19e siècle. Elle admire les bourgeois qui font du cirque et écartent les jambes. Elle attend son mari au café pendant qu'il déblatère sur la peinture officielle au salon. Elle est au milieu d'intrigues amoureuses dans les magasins de rubans. Elle se présente au monde, précieuse, tous les hommes la regardent, la déshabillent, la possèdent, la soupèsent. On est avant MeToo
et la dame derrière elle est peut-être sa mère en train de vendre sa fille à un bon parti, de faire du profit. Ou est-ce son double, ce qu'elle est condamnée à devenir? À vous de voir. Bien sûr, ce sont les impressionnistes qui ont décroché la timbale de la subversion en peinture au 19e siècle. Ce sont eux qui ont fait scandale, ce sont eux qui ont remis en question la peinture, fait dérailler l'histoire de l'art, eux que les banquiers veulent accrocher dans leur collection. Alors qu'un James Tissot, lui, a refusé d'exposer avec les impressionnistes. Sa facture semble académique. Pas de pointillisme, ni de tachisme, ni de fauvisme, mais en fait, c'est un peintre subversif. Ces femmes se mettent à tirer, à faire du bruit, à dominer. Il y a ce tableau que j'adore et ça montre des gens qui arrivent trop tôt à un bal. Et ils ont juste l'air bien cons, ils attendent. Tellement fou de passer autant de temps pour représenter ça. Et chaque tableau de James Tissot est ainsi rempli d'anecdotes, de détails scabreux ou inattendus. Ils sont pas juste des représentations bourgeoises pour des intérieurs bourgeois, même si bien sûr ils sont aussi au panthéon de la représentation bourgeoise. Voilà, c'était mon compte-rendu sur le montage de l'exposition James Tissot au musée d'Orsay. Je vous recommande le catalogue, hyper bien fait. Les dates d'ouverture de l'exposition ont été pas mal bousculées avec la crise sanitaire, mais je vous les donne dans la description de la vidéo. Subscribe, comment and hit that notification bell.